D'aucuns disent de lui qu'il est un érudit dans le discours politique. D'autres lui reconnaissent la casquette de panafricaniste. C'est donc un modèle à en croire les interprétations ou alors les analyses qui se font sur la personne, ou devrais-je plutôt dire sur lui. Madame, monsieur, l'invité ce soir a pour nom président Mbanda Kani du nouveau mouvement populaire. Lorsqu'on fait une enquête, on se rend compte, ou alors on se rend à l'évidence qu'il fait partie de ceux qui portent la voix de l'Afrique. Vous comprenez donc que ce soir, on parlera du panafricanisme et de son engagement. Mais il faudrait déjà le reconnaître, il est un acteur politique bien connu sur la scène politique. Mesdames, Messieurs, retrouvons dans quelques instants pour un échange franc avec le président Mbanda Kani. C'est sur 4U. Président Mbanda Kani, bonsoir. Bonsoir mon cher Mouto. Bonsoir à tous ceux qui sont scotchés à ton émission, le point du guest. Bonsoir aux techniciens. C'est pas facile de maintenir les standards techniques pour porter un grand projet comme celui de 4U. Donc il faut toujours saluer les techniciens, saluer l'équipe dirigeante. Voilà, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je prends part à cette émission. Alors, permettez-moi d'entrer de jeu, Mbanda Kani, de vous poser la question de savoir comment se porte le nouveau mouvement populaire dont vous assurez la présidence. Ben, il se porte comme se porte le panafricanisme. Il se porte bien. Il se porte très bien. Nous faisons notre petit bout de chemin. Depuis le nouveau mouvement populaire est pour l'instant le réceptacle de plus de 32 ans de vie politique, niveau très élevé au Cameroun. Depuis 20 ans au Cameroun, pour s'occuper seulement du Cameroun, et depuis bientôt 10, 11, 13, 12 ans, le panafricanisme. Donc, nous avons tout laissé pour nous consacrer au combat panafricaniste. Les résultats de ce combat, on peut le dire sans fausse modestie, sont aussi les résultats du NMP. Puisque le parti, n'est-ce pas, porte ce combat-là, porte tout ce combat, et s'est investi dans ce combat au niveau de sa direction comme au niveau de ses militants. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui a des sympathisants partout dans le monde, c'est connu. Et nous préparons un grand événement qui, pour l'instant, pour des raisons tactiques, n'est pas encore rendu public, mais ça se fera très tôt, dans les jours qui viennent. Cet événement va marquer une étape majeure dans le fonctionnement et l'engagement du NMP. On va passer à un autre niveau. Au niveau du fonctionnement, au niveau des objectifs, c'est un virage que nous allons prendre, parce que le monde nous impose ça. Le panafricanisme a atteint un niveau aujourd'hui où il doit passer à une étape supérieure. Donc ce sont les challenges, n'est-ce pas, qui sont au devant du NMP et que nous allons confronter dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Alors, à quand remonte la dernière convention de votre parti politique et quelles sont les résolutions fortes qui ont été prises? Nous en faisons tellement. On s'intéresse à la dernière. La dernière, ce n'était pas une convention, c'était un événement spécial. Il s'agissait de marquer le cap. Je pense que c'était le 15... ça devait être le 15... c'était un 15 mars, le mois de mars ou avril, comme ça, mes souvenirs sont exacts. On a fait une grande rencontre où il était question d'annoncer des choses fortes pour le monde. Alors, la résolution la plus forte, c'était nous avons anticipé sur le conflit ukrainien. C'est-à-dire, avant tout le monde, c'est bizarre, il y a les archives, avant tout le monde, nous avons annoncé que le monde allait connaître un grand virage. Il y avait avoir un événement spécial, puissant, qui allait changer la face de l'humanité et accélérer l'histoire. Quelques jours après, il y a le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine. Donc l'événement, c'était justement de faire une lecture géopolitique du monde
et d'essayer d'insister sur les épicentres accélérateurs de la géopolitique mondiale. Il y a les épicentres traditionnels, le Moyen-Orient, par exemple, c'est pas, quelques épicentres aussi en Asie, l'Afghanistan, le conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire, mais ce n'étaient pas des épicentres qui étaient en mesure d'accélérer la géopolitique mondiale. Nous l'avons analysé, on a travaillé pendant toute une journée, on a analysé profondément la géopolitique mondiale. On a conclu que l'épicentre ukrainien, n'est-ce pas, allait être le déclencheur d'une accélération de la géopolitique mondiale. Quelques jours après, le président Poutine déclenchait l'opération spéciale militaire en Ukraine. Donc vous voyez toujours, on est très avant-gardiste, on est en première ligne pour anticiper sur les événements mondiaux, sur le plan géopolitique, parce qu'un des problèmes de l'Afrique, ça a été son incapacité à anticiper. Nous subissons toujours les événements. Nous avons toujours subi les événements. Mais la dynamique panafricaniste que nous essayons de porter a ceci de particulier que depuis 10 ans, elle anticipe sur les événements. Elle anticipe sur le plan géopolitique et ça fait que l'Afrique, n'est-ce pas, ne subit plus les événements, est en train de retrouver sa capacité d'initiative historique et géopolitique. Ça fait donc que dans les années qui viennent, l'Afrique va être au cœur, va être en première ligne pour les changements, pour assumer les changements géopolitiques qui ont cours dans le monde. Vous parlez de l'Afrique, président Badakani, on aura le temps d'en parler tout à l'heure dans le cadre de notre deuxième dorsale. Pour cette première dorsale, on continue de parler de votre parti politique, le NMP, le nouveau mouvement populaire. Alors aujourd'hui, est-ce que vous considérez comme un parti politique dont l'aura a un impact sur la population? Bien sûr, bien sûr. Et comment est-ce que vous le démontrez? Cela va sans dire. Vous savez, les quelques détracteurs, bon, on dirait que c'est normal, c'est dans l'ordre des choses en politique, même si ce n'est pas notre conception de la politique, ont voulu faire croire que le panafricanisme était un mouvement aérien qui ne s'occupait pas des problèmes concrets des populations. Donc ça participe d'une ignorance de ce qu'on appelle la géopolitique. Lorsque vous mettez sur la table la question du franc CFA, vous touchez aux problèmes concrets des populations. Parce que tout ce qui est lié à leur capacité à accéder aux biens de base dépend de la puissance financière de l'État, dépend de la capacité à battre monnaie, à jouer sur le levier monétaire, comme partout ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, c'est le levier monétaire qui permet de satisfaire aux besoins premiers des gens. Je vous donne un exemple. Lorsque les États-Unis, pourquoi aujourd'hui il y a une inflation aux États-Unis? Les États-Unis, à un moment donné, à cause des orientations néolibéralistes, néolibérales de leur économie, n'est-ce pas, se sont retrouvés, ont toujours joué d'ailleurs sur le levier monétaire, le dollar. C'est-à-dire que les Américains, quand ils ont dans les secteurs économiques où ils ne sont pas compétitifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des biens et ils importent, n'est-ce pas, les biens à l'étranger et ils fournissent, ils saturent dans leur marché pour combler ces besoins-là. Vous voyez comment le levier monétaire peut permettre d'impacter directement, concrètement la vie des gens. Si c'est vrai pour les États-Unis, combien de fois un pays comme le Cameroun? Quand vous avez pratiquement 100% de votre argent qui est confisqué par l'étranger, vous n'avez aucune capacité d'agir sur la vie concrète de vos populations, sauf dans le domaine où on vous autorise à investir, à agir. C'est ça le budget de notre pays. Et c'est un budget qui est fondamentalement, pendant très longtemps, consistait à faire tourner la fonction publique. Ouais, on appelait ça pendant longtemps budget de consommation. Ça voulait tout dire. Budget de consommation, ça veut dire qu'il fallait assurer le fonctionnement de la fonction publique et tout ce qui y allait, tout ce qui était son corollaire en termes d'investissement structurant. C'est-à-dire que si on construit l'hôpital quelque part, c'est parce qu'il y a les fonctionnaires. S'il faut construire une rue quelque part, c'est toujours pour les besoins de la fonction publique. Et ainsi de suite. Le développement du pays était centré sur la fonction publique. Et l'argent qu'on débloquait, c'est-à-dire que nous vendons les produits de base à l'extérieur, quand on le paye en devise, c'est le compte d'opération, c'est la France qui gère. Et la France, elle-même prend notre argent, elle nous vend ça. Deuxièmement, elle transforme ça en dette
que doit nous donner à travers l'AFP. En plus, ça permet de maintenir à l'époque le franc fort, aujourd'hui l'euro fort. Vous voyez que bon, c'est quand ils ont fini de satisfaire à tous leurs besoins que nous on peut entrer en position de notre argent et on ne peut pas dépasser 50%. Parce qu'il fallait garder 50%, soi-disant, pour garantir ce qu'on appelle couvrir nos importations. Donc, quelle politique économique pouvez-vous faire pour développer le pays, c'est-à-dire satisfaire les besoins en eau potable, en électricité, en logement, en route, en tout ce que vous voulez, en école digne de ce nom, en université digne de ce nom, quand vous n'avez pas la possibilité, d'accéder à l'argent qui vient du travail de la population, peu importe que ce soit les recettes que ce soit les rentes coloniales, peu importe, mais même ça, vous n'avez pas accès. Deuxièmement, vous avez pour seul levier, le levier budgétaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité d'entreprendre les grands investissements nécessaires pour combler les faiblesses structurelles du pays. Vous êtes obligé de vous endetter à l'étranger. Banque mondiale, FMI. Or, ces structures, qu'est-ce qu'elles font justement? Leur rôle, c'est d'empêcher les pays africains de se développer. Parce qu'il n'est pas question que vous entrez en concurrence, n'est-ce pas, avec les puissances économiques historiques. Il ne faut pas que vous veniez casser des équilibres historiques qui permettent à ces pays-là de continuer, n'est-ce pas, à ramasser, à collecter toute la richesse mondiale. Donc vous voyez que des hommes politiques qui viennent faire croire aux gens que non, la politique c'est insulter le président matin, midi, soir, critiquer qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas l'eau, sans toucher les causes fondamentales de ces manquements-là, masquaient en fait leur allégeance à l'Occident, qu'ils ne pouvaient pas attaquer à travers ces dossiers fondamentaux qu'il fallait soulever. Donc il fallait continuer à faire comme si la politique, c'est le ronronnement habituel qu'on voyait. Alors, je veux chuter en disant que pendant 20 ans, nous nous sommes occupés de ces problèmes au Cameroun. Donc personne ne s'intéressait. Pendant 20 ans, c'est nous qui avons pris en charge les questions de l'eau, les questions d'électricité, les questions de mobilité. Non, avant, j'ai dit 20 ans. Là, on n'a pas encore déclenché le combat panafricaniste. D'accord. Parce que nous déclenchons le combat panafricaniste à la faveur de ce qu'on appelait les printemps arabes, qui marquaient un changement géopolitique majeur au niveau, n'est-ce pas, du monde. Et ça impactait l'Afrique parce que, on l'a mondial à l'époque, on était les seuls à le dire, ça marquait la recolonisation directe du continent africain. Nous avons dit que non. Là, ça devient très grave. Ça devient très grave. Il faut s'opposer à cette dynamique-là et les questions internes devenaient secondaires. Donc, alors, le fait qu'il soit secondaire ne voulait pas dire que ce n'était pas important. Mais c'est que si c'est comme un médecin, je vais faire de la pédagogie. Quand un malade vient vous voir, vous ne vous attardez pas à soigner les symptômes. C'est-à-dire ça ne va rien donner. Vous laissez les symptômes, vous attaquez la cause. Quand la cause est attaquée, les symptômes disparaissent seuls. C'est une allégorie pour expliquer la démarche panafricaniste. Donc pendant 20 ans, nous au Cameroun, on était en première ligne, seuls dans les combats sociaux. L'électricité, la question des étudiants, la question des biens séculaires, la mobilité sociale, l'électricité, les droits de l'homme, le code pénal. C'est à l'action que nous avons menée à l'époque avec la Nissa Ekane. La question de l'énergie au Cameroun, les marches anti-délestage. C'est nous qui avons posé ce problème. Nous avons obligé le gouvernement camerounais à sortir un plan, n'est-ce pas, pour résolver le déficit énergétique. Les questions de l'eau. Nous avons été en première ligne à l'époque quand on voulait vendre la SINEC. À vil prix, c'est nous qui étions en première ligne. Nous avons été les premiers à poser de façon solennelle le problème de privatisation au Cameroun et de nos relations avec le FMI. Quand ça n'intéressait personne. Je ne parle pas des marches qu'on a fait pour les droits de l'homme, le commandement opérationnel. Qui était en première ligne avec le comité de 9, pour les 9 disparus de Panda, qui a abouti pour une première fois à imposer une enquête militaire dans notre pays. C'est le déclenchement de cette affaire qui est allé jusqu'à l'ONU, qui va obliger le gouvernement camerounais à lancer la procédure pour aboutir au code de pays pénal, mon cher. Donc, quand j'entends les mauvaises... On peut comprendre que jusqu'ici, le mouvement populaire a mené beaucoup de combats. Beaucoup de combats. D'accord. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un suppôt du gouvernement? Non, je ne pense pas à ce genre de choses. C'est du dénigrement gratuit. Il ne faut pas perdre le temps. Je n'aime pas insister sur ce genre de choses. C'est que nous sommes tellement en première ligne.
au cœur des enjeux. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on n'a aucun rapport avec le gouvernement. Mais ça n'a pas de sens. Mais demandez à ces gens d'apporter la moindre preuve qu'ils qu'on ait un support. Qu'est-ce qu'un support d'un gouvernement? Les mots ont un sens. Qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. C'est quelqu'un dont les actions sont déterminées par le gouvernement. C'est quelqu'un dont l'agenda, c'est une organisation dont l'agenda est déterminé par le gouvernement. C'est une organisation qui est financée par le gouvernement. Parce que quand vous êtes le support de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes... Ça veut dire que vous n'êtes non plus à la solde de ce gouvernement. Non, il faut qu'on fasse la pédagogie pour ceux qui nous écoutent. Quand vous êtes le support de quelqu'un, ça veut dire que vous n'existez que grâce à la personne. Donc vous êtes une façade. Vous voyez, bon, c'est pas le cas. Ils ont changé de mot. Ils ont parlé de pions, par exemple. Nous n'avons jamais reçu 5 francs du gouvernement camerounais. Écoutez bien, 5 francs. Nous n'avons jamais participé de près ou de loin à gérer l'État au Cameroun, quelque chose que ce soit. Nous n'avons jamais été de près ou de loin impliqués à quoi que ce soit qui concerne le gouvernement au Cameroun. En fait, il y a un problème, c'est que nous sommes les hommes politiques les plus propres au Cameroun. Nous sommes l'un des hommes politiques, je peux me dire le plus. Aspirez-vous à un poste ministériel? Attendez. L'un des hommes politiques, sinon l'homme politique le plus propre au Cameroun. Ça gêne les gens. On dit suppôt. Mais tous les autres traînent des scandales extraordinaires. Mangent dans la main du gouvernement. Regardez la querelle qui aujourd'hui bat son plein au SDF. Est-ce qu'avant, quand on le disait, on disait c'est le rumeur, mais là ce sont les cadres même du SDF qui s'étripent en accusant les différents clans du parti d'être à la solde du gouvernement. Je dis bien que c'est vrai ou pas, mais je dis voilà déjà une preuve. Tous les autres partis au Cameroun, citez-moi un seul parti qui n'a pas été fabriqué financièrement, politiquement par le gouvernement. Ce qui est bizarre, c'est que ces rumeurs sont alimentées par des forces politiques qui ont été créées par le gouvernement camerounais, qui les ont financées et dont les dirigeants ont siégé au gouvernement pendant des dizaines d'années pour certains, pendant plus de 8 ans pour certains, et qui ne veulent pas assumer donc ce passif-là et pensent l'effacer en faisant du bruit, n'est-ce pas, et en s'agitant avec beaucoup de bruit, n'est-ce pas, pour essayer de nous caricaturer en disant qu'on est le support du gouvernement. Soutenir le président de la République du Cameroun, d'avoir soutenu pendant 2 élections. Je l'ai fait en 2011 et en 2018. En quoi ça fait de moi... Vous le soutenez encore aujourd'hui? En quoi ça fait... J'assume mon soutien. Je l'assume. Jusqu'aujourd'hui. Attendez, je l'assume. À quel moment le dissocier du RDPC? Je prends un exemple simple. Oui. Tous ceux qui disent qu'ils sont contre le président, est-ce qu'ils payent l'impôt? Ils payent l'impôt? Je n'en sais rien. Non, vous savez qui paye l'impôt? Quel est le moyen par lequel l'État se finance directement si ce n'est pas par l'impôt? Si vous voulez être cohérent, ne payez pas l'impôt, vous ferez tomber le régime. Vous voyez pas les gens sont hypocrites? Alors, en payant l'impôt, les mêmes gens qui nous font la critique d'avoir soutenu le président font même plus que nous. Et ils admettent donc qu'on fait la part entre l'État, qu'un individu peut incarner, et un parti qui peut diriger. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut faire la part des choses. Les raisons qui m'ont amené à soutenir le président Paul Biya en 2011, en 2018 sont pratiquement les mêmes. Les menaces qui pesaient sur notre pays. Dans tous les pays du monde. Vous les soutiendrez encore en 2025? Mais monsieur Mouto, dans tous les pays du monde, chaque fois que le pays est menacé, il se passe quoi? L'union sacrée. Non, je vous comprends. Je vous relance juste. Non, je vous relance. Je vous comprends. Vous le soutiendrez encore en 2025? Vous me permettez de clarifier un débat qui est déjà clair depuis. Ouais. Tous ceux qui ont bavardé en l'élection présidentielle de 2018 aujourd'hui, ils rasent les murs. Ils rasent les murs. Non, ça se sait déjà. Ils rasent les murs. Donc, vous savez bien que... Non, il faut expliquer pourquoi c'est important. Vous savez, mais je vous prie de me laisser faire un peu de pédagogie. Dans tous les pays du monde, chaque fois que la nation est menacée, chaque fois que le pays fait face à une menace sérieuse qui peut mettre en péril son existence, les clivages politiques se taisent. On fait l'union sacrée. C'est toute la démarche du NMP. Vous voyez, nous avons apporté notre soutien au président de la République du Cameroun. On n'a jamais rien demandé. Et nous sommes restés chez nous. On est venu nous chercher. La différence est importante de le rappeler. Que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, on est venu nous chercher. D'autres courent, d'autres vont la nuit supplier d'être cooptés. Mais nous, et je suis le seul à le dire à mon deux vision depuis des années, jamais le démentir de la part du gouvernement. Vous avez dit que le ministre, par exemple, Jean-Lédji Momo, a supplié pour être coopté? Non. Écoutez, ne mettez pas de... Non, pas parce que vous étiez... Non, j'ai du respect pour le ministre Momo.
avec qui on a fait un chemin à un moment donné. Ses choix n'engagent que lui. Là où il est aujourd'hui, ça a son honneur, ça fait partie de, comment on appelle ça, d'une étape majeure de sa vie. Je souhaite qu'il en tire profit. Donc il n'est pas, je ne m'assois pas chez moi. D'accord. Et je pense en disant que, j'aurais pu être à sa place, machin. Je n'ai jamais rien demandé. Jamais. Alors arrêtez encore de vous chercher. Je n'ai jamais mis une seule condition. J'ai même marchandé mon soutien au président de la République. C'est connu. Et c'est ça qui fait notre spécificité dans le paysage politique. On dit suppôt d'un gouvernement. Lors des dernières élections municipales et législatives, beaucoup de partis ont été aidés. Ils ont reçu l'aide du gouvernement camerounais. Je vous le dis. Hein. Ils ont été aidés. Nous sommes allés à l'élection sans demander la moindre alliance avec le RDPC, sans rien attendre d'eux. On était dans une adversité très forte durant ces élections. Donc il faut qu'au Cameroun, la politique mûrisse. Les gens doivent mûrir. L'intérêt général d'un pays au-dessus des considérations partisanes et politiciennes. Quand un pays est menacé, voici un pays qui est menacé de sécession. Boko Haram nous agresse tous les jours à nos frontières. La frontière Est avec la Centrafrique est périlleuse et porteuse de dangers extraordinaires. Sans compter le fait que, n'est-ce pas, l'État lui-même en partie est paralysé par les barons, les baronnies qui se sont enquistés au cœur de l'État et qui ont des projets que tout le monde sait. Il faut à un moment donné, il faut que notre pays génère. Alors cet homme que vous soutenez, attendez, génère des hommes d'État. Je vous relance. Génère des hommes d'État qui soient à la hauteur des enjeux. Malheureusement, on a des petits hommes politiques qui considèrent que la politique, c'est être des véritables suppôts de l'Occident, des réseaux occidentaux, pour vendre leur pays à l'étranger. Nous ne mangeons pas de cette sauce-là. Alors, vous semblez tirer sur ces barons qui ont confisqué ce pays, qui ont pris ce pays en otage. Ouais. Mais sauf que vous soutenez quelqu'un qui a, comment on dit ça, qui peut bien manager la chèvre de chou. Alors, je vais dire ça autrement, qui a le marteau et l'enclume, mais qui ne fait rien pour débusquer ces barons-là. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Oui, ce n'est pas contradictoire. C'est apparemment contradictoire pour ceux qui n'ont pas de culture politique, pour ceux qui n'ont pas la nuance politique nécessaire pour affronter les débats de certains niveaux quand ça concerne l'État. Je vais être très concret. Donc vous voulez justifier son mutisme? Je ne justifie rien. L'individu pour bien ne m'intéresse pas. C'est le Cameroun qui m'intéresse. Mais vous l'avez soutenu l'individu? Ce n'est pas moi qui ai mis le président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Ce n'est pas Berakani. Ceux qui ne voulaient pas qu'il soit au pouvoir auraient pu l'empêcher de le faire. Et je n'ai jamais empêché à quelqu'un d'empêcher le président Biya de rester au pouvoir. C'est le Cameroun qui m'intéresse. Ça veut dire quoi? Il y a les baronnies, n'est-ce pas? Mais ce pays a une armée dont tout le monde est fier. Si demain le président Paul Biya n'est plus là et que un autre prend sa place, va-t-il prendre l'armée du Cameroun, jeter dans la poubelle en disant que c'est l'armée, c'est Paul Biya qui avait créé ça? Vous voyez l'hypocrisie en politique? Le cas de l'armée n'est pas isolé. Vous avez notre administration qui est traversée par plusieurs courants. Vous avez des courants réactionnaires, des courants corrompus, comme les barons que nous le sommes. Mais vous avez une frange patriotique de notre administration. Vous avez une structure administrative qui, n'est-ce pas, a accumulé des compétences, des capacités qui, placées dans un contexte différent, seront performants. Vous faites quoi? Vous ramassez 200 000 fonctionnaires, vous les balancez dehors comme ça, vous dites que ça ne sert plus à rien. Il faut qu'on soit sérieux. Tous les acquis que le pays a pu accumuler, malgré malgré les dysfonctionnements, malgré les incapacités qu'on déplore ici et là, on fait quoi? On jette ça, ça appartient aux Camerounais. Il faut savoir distinguer le patrimoine des Camerounais que nous avons accumulé, c'est Paul Biya et l'individu Paul Biya. L'individu président Paul Biya, parce qu'il faut respecter son âge, le patriarche président. Il faut distinguer les deux. Quand M. Paul Biya arrive au pouvoir, il y a clash entre lui et M. Ahidjo. Alors, M. Biya devait-il faire quoi? Balayer tous les acquis d'Ahidjo? Balayer tout ce qu'Ahidjo a laissé? Parce que c'est un conflit, il fallait faire la part des choses. Faire la part des choses pour assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État dans les plans qualitatifs et quantitatifs. Si on veut faire la politique, mon cher Mouto, et qu'on n'est pas en mesure de faire de telles nuances, d'avoir une telle capacité d'analyse des dynamiques nationales, on n'est pas un homme politique. Alors, et vous donc? On n'est pas un homme d'État. Oui. Donc,
je me démine par votre question. J'essaie de répondre de façon claire et nette. Le président Biya a hérité d'un système. Nos pays sont des colonies. Ils sont en train de devenir, sont passés de colonies à des semi-colonies. Nous sommes aujourd'hui dans la phase où nous devons parachever nos luttes d'indépendance. Jusque dans les années 2000 et même plus, et jusqu'aujourd'hui encore, vous avez des pays africains où on n'a pas besoin de faire un gouvernement sans le visage de la France. Est-ce que vous le savez? Ça a été vrai pour le Cameroun jusqu'à un moment donné. Vous héritez d'un système colonial où on vous tient par ce qu'on appelle le carcan administratif. C'est-à-dire que votre personnel administratif que vous avez, c'est un personnel sur qui vous n'avez pas de contrôle en totalité. Une bonne partie sont des agents de l'ancienne puissance coloniale. Je ne parle que de ça. Dans le pays, vous allez au niveau de la religion. Les religions sont coloniales pour la plupart. Du moins, à dire que leurs sommets et leurs orientations fondamentales sont coloniales. Vous allez dans l'enseignement universitaire. Alors, sans commentaire, c'est calqué c'est calqué sur le modèle colonial. Vous allez même dans les villages. On a infiltré jusqu'aux chefferies, puisque la plupart des chefferies camerounaises ont été démantelées par le colon qui a faussé les lignées pour, n'est-ce pas, placer ceux qui jouaient son rôle. Vous voyez donc, c'est tout le pays qui est de façon structurelle coloniale. Le président va faire quoi? Monsieur Moto, le président va faire quoi? C'est une tâche difficile qui demande du tact, qui demande de l'endurance, de la sagesse pour éviter, n'est-ce pas, le pire. Le pire. Donc, je peux comprendre, sans justifier, je peux comprendre que le président a eu à gérer des équilibres très complexes. Le temps d'avoir des possibilités de casser le carcan colonial afin de, n'est-ce pas, de pousser le pays plus loin. Mais pendant que le président le fait, mais le colon ne le doit pas, à travers ses agents. D'où la corruption extraordinaire, où les gens volent de l'argent, ils gardent ça où? À l'étranger, ça ne vous dit rien. Ils gardent de l'argent à l'étranger et les mêmes puissances qui font semblant de lutter contre la corruption, de traquer les biens mal acquis, vous voyez qu'elles sont sélectives. Il y a les biens mal acquis qu'on traque et d'autres qu'on ne traque pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un serviteur zélé, quand vous faites ce qu'on vous demande de faire, on protège vos acquis. On protège vos acquis. Donc, la corruption, qui est la conséquence directe de la corruption congénitale de notre État, n'est-ce pas, est un phénomène que nous déplorons tous, mais qui tire sa racine de cette structure coloniale de l'État. Ça dépasse les individus. Écoutez, le président Biya, il est responsable. Hein. Il est responsable. Jusqu'à quel niveau? Dieu seul sait. Mais il n'est pas coupable. Le coupable, c'est le système néocolonial que nous sommes en train de démanteler. Et au fur et à mesure qu'on le démantèle, on voit comment le Cameroun fait des avancées en matière de conquête d'une souveraineté définitive, qui est la condition sine qua non d'un quelconque développement. Alors, puisqu'on parle du président de la République, Paul Biya, êtes-vous prêt à le soutenir encore en 2025? Non, je ne parle pas d'élection 2025. D'ici 2025, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce n'est pas le contexte. Mais avez-vous l'impression qu'il gère bien le pays jusqu'ici? Je vous ai dit que les conditions, pour les raisons fondamentales de mon soutien, c'est la menace qui pèse sur notre pays. Je suis d'accord. Attends, je vous dis, d'ici 2025, ça peut évoluer. Oui, on vous a compris. Alors, si ça évolue, je modifierai ma position. Oui. Je vais la modifier. Je comprends. La politique dépend des contextes, de l'évolution du contexte. Beaucoup de choses peuvent changer. Alors, quelle lecture faites-vous de sa gestion? Peut-on dire que jusqu'ici, il gère bien ce pays? Il gère très bien les grands équilibres. Il gère les grands équilibres, mais c'est un coût. Les grands équilibres en colonie ont un coût. Le coût, c'est la corruption. C'est la pauvreté de masse. La pauvreté de masse. Mais comme je l'ai dit, je vais vous expliquer les problèmes structurels de notre pays. Vraiment, le principal responsable de nos problèmes, c'est le système international. C'est le principal problème. Et c'est là où je suis en désaccord avec les pauvres occidentaux, qui expliquent notre situation par la gouvernance. Et ça fait rire. Je vous donne un exemple clair. Nous sommes au XXIe siècle, non, Mouto? Vous voyez un État comme l'État américain, qui vote une loi en plein jour, par son congrès, écoutez bien, qui vote une loi où on nous interdit de diversifier le partenariat. Écoutez bien. Mais on va plus loin. Dans la loi, on dit
l'Amérique du gouvernement que nos matières premières lui appartiennent. C'est dit dans la loi. Parce qu'elle nous interdit de vendre nos matières premières stratégiques à un partenaire autre que les États-Unis. Mais elle va plus loin. Ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils décident de punir tout individu qui tient un discours contraire aux intérêts américains. On est au XXIe siècle. Mais vous avez entendu quel homme politique dénoncer ça en Afrique et au Cameroun? Vous entendez qui? Tous ces dirigeants-là qui prétendent travailler pour le Cameroun, pourquoi ils sont silencieux? Le NMP est le seul parti qui monte au chrono contre cette loi. Vous savez, mais ce qui est fait dans le public, c'est ce qui était fait hier dans le noir pour nos dirigeants. On les mettait le couteau au cou, le fusil ici. Mouto, mon frère, moi je ne suis pas juger un homme qui a un couteau ici. Moi je ne suis pas juger un homme qui a un fusil sous la tempe. Moi je ne le juge pas. C'est une condition extraordinaire. Mettre un homme en situation de décider avec un fusil sur la tempe, c'est criminel, c'est extrêmement criminel. Un pareil homme ne peut pas être jugé. Parce qu'il faut juger celui qui lui met le fusil à la tempe. Et la personne qui le fait devant vous, vous dit, les Américains sont en train de vous dire que, vous n'existez pas. Donc c'est dans cette situation que se trouve le Cameroun. Mais l'Afrique, oui. Cette loi est un défi extraordinaire à l'Afrique. Et vous savez pourquoi ça fait très mal aux soi-disant démocrates occidentalisés là? Non. Ça trahit leur maître. Ça met sur la place publique la réalité de nos rapports avec l'Occident. Qu'ils ont passé le temps à vouloir nier pour se consacrer, pour aliéner les populations dans un jeu démocratique néocolonial qui ne peut rien aboutir, qui ne peut aboutir à rien dans nos pays. Voilà le défi aujourd'hui. Vous trouvez normal qu'en plein 21e siècle, une puissance comme les États-Unis se comporte comme ça? Même pendant l'esclavage était encore mieux. C'est-à-dire que plus de 600 ans de lutte, d'avancée soi-disant, que ce soit au niveau de l'humanité en général, au niveau africain en particulier, oh là là. Voilà, on va revenir au président Badakani dans quelques secondes, le temps qu'il mette son téléphone portable en mode silence. J'espère que ça a été fait. Voilà, vous pouvez continuer. Oui. Je suis en train d'expliquer que comment peut-on au XXIe siècle admettre que une telle loi soit votée par le Congrès d'un pays, c'est-à-dire que toute sa représentation nationale, et que les voix de la société civile sont silencieuses, les voix intellectuelles sont silencieuses, les voix des partis politiques sont silencieuses. Ça veut dire l'Amérique, en votant cette loi, savait que ses partisans sur le continent sont tellement nombreux qu'aucune voix ne va se lever. À partir de ce moment-là, tous les débats là sur nos dirigeants, sur le président Paul Biya et consorts, sont des débats de quartier. Ça n'a pas de sens. Voilà le vrai enjeu. Et les gens fuient cet enjeu. Parce qu'ils reprochent au président ce qu'ils font. Ils sont tous corrompus. Les fonctionnaires sont corrompus, du moins. Certains fonctionnaires de la haute administration, pour le cas du Cameroun, sont corrompus, mais eux-mêmes sont corrompus parce qu'ils prennent des miettes aux Occidentaux. Et la bataille, c'est que non, toi là, je m'installe pour se prendre ma part, sans énerver le pilleur, le grand pillard, qui est l'Occident. Le débat, il est là. D'accord. Alors, président Badakani, on va sortir de cette première dorsale, mais bien avant, j'aimerais citer quelques noms, le nom de quelques personnalités, et vous me direz ce que vous pensez. Je commence par le président du PCRN, Cabral Libi. C'est un jeune, il incarne la nouvelle génération d'hommes politiques camerounais, c'est tout ce que je peux dire. Évidemment, ces choix politiques, géopolitiques et géostratégiques sont contraires aux nôtres. Jean de Dieu Momo, président du PADEC. Il a été un compagnon de lutte à un moment donné, dans le cadre du combat panafricaniste. Je suis très heureux qu'il soit aujourd'hui ministre délégué. J'espère qu'il est satisfait dans cette fonction-là et que ça lui permet de servir son pays. Vous échangez toujours? On garde de très bonnes relations, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Mais il faut le laisser travailler, il est très occupé. D'accord. Le président Anissé Kane Manidem. C'est quelqu'un qui a tenu ma main. Il a tenu ma main dans ma carrière politique. C'est un des plus grands hommes politiques que Cameroun ait eu. L'un des mieux formés, très courageux, qui a joué un très grand rôle dans l'évolution de notre pays.
surtout dans les années 90, 89, 90. Il a été au cœur des avancées démocratiques dans notre pays. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Un immense respect. Il a tenu ma main pendant 10 ans. Je lui dois une bonne partie de ma formation politique. Et avez-vous le sentiment que ce même combat qu'il a mené il y a des années, il les mène toujours aujourd'hui? Bien sûr, mais les gens font leur temps. Il a donné sa jeunesse dans ce combat. Il sait qu'aujourd'hui, bon, il est bien formé, il est bien fait. Hein. Il est bien fait physiquement, mais écoutez, on n'est pas demandé de mener les combats qu'il a menés quand il était jeune, de les mener aujourd'hui de la même manière. Donc il a assumé ses convictions jusqu'au bout, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc pour vous, il reste une bibliothèque, il reste une référence? Beaucoup de respect, c'est une référence. Alors, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo? Je ne comprends pas son notion. C'est un haut commis de l'État camerounais, c'est tout. Je le respecte en tant que haut commis de l'État du Cameroun, secrétaire général de la présidence. C'est une haute fonction. Je respecte la fonction. L'individu qui gère la fonction a droit à mon respect, c'est tout. Sinon, je ne sais pas le commentaire à faire sur lui. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto? C'est un acteur important du paysage politique camerounais. Nos voix sont très divergentes. Nos désaccords sont profonds quant aux orientations de l'avenir de notre pays, quant à la conception de l'avenir de l'Afrique et du Cameroun. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Il a un parcours universitaire qui impose du respect. Bon, aujourd'hui, engagé en politique, il a des choix qui lui sont propres. Votre respect pour lui repose à quel niveau? En tant que professeur de droit ou alors en politique? Je respecte l'universitaire. Il a mon respect, l'universitaire. Le juriste qui a un parcours international reconnu, je respecte ça. Bon, sur le plan politique, il n'est pas un modèle pour moi et nos choix sont totalement divergents. Alors, la dernière personnalité, c'est celle de Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS. C'est un ami. En plus, c'est un ami. Vous voyez, il nous a rejoints dans le combat panafricaniste à fond. Et ça ne peut que me réjouir. C'est un ami, d'ailleurs de longue date. C'est un ami de longue date. Il incarne aussi la nouvelle génération d'hommes politiques, sur qui des espoirs sont fondés. Donc j'espère qu'il ne va pas, comment dire ça, il ne va pas décevoir ses espoirs, comme d'ailleurs son nom l'indique. Il s'appelle Espoir, un prénom prémonitoire. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Voilà, on va embrayer dans quelques instants dans la deuxième dorsale de cette émission. On parlera justement de la météo, de la géopolitique africaine, juste après cette petite transition. Alors, Président Mbadakane, l'Afrique est-elle un continent indépendant? Non, l'Afrique est sous occupation étrangère. Ça va bientôt faire... c'est une occupation millénaire. Plus que millénaire, multimillénaire d'ailleurs. Que l'Afrique est sous occupation étrangère. Depuis la chute de l'Égypte antique, l'Afrique est sous occupation étrangère. C'est là qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, depuis la chute de l'Égypte antique, on peut arriver jusqu'à l'esclavage arabo-musulman, dont on parle peu, mais qui est un problème sérieux sur lequel on reviendra à le moment venu, qui était remplacé par l'esclavage occidental, n'est-ce pas? Après, a succédé la colonisation. Après, le néocolonialisme, dont les symboles les plus marquants sont les accords coloniaux de coopération et le carcan financier international, économico-financier international. Donc ce sont des faits qui sont indiscutables. C'est-à-dire que, en plus de ça, vous avez les bases militaires étrangères qui sont sur le continent. Donc vraiment, à moins de faire la fiction, à faire de la fiction, c'est pour ça que je me démarque très radicalement des démocrates africains, entre guillemets. Pas que nous croyons pas à la démocratie, je suis allé en prison pour ça plusieurs fois. J'ai risqué ma vie pour ce combat-là.
Mais la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus n'a rien à voir avec cette friperie importée qu'on nous impose là. Cette camisole de force que nous a importée, où tout vient de l'Occident, prêt à porter. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un continent occupé, sous occupation étrangère, qui a été massacré, assassiné, qui a été déchiqueté, découpé en morceaux, balkanisé, et qui est sous occupation étrangère. Et ça culmine aujourd'hui avec cette loi que je viens de vous citer aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Avec cette loi que les Américains viennent de voter, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, la contradiction fondamentale de l'Afrique, c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Cette occupation étrangère qui est incompatible avec tout projet, toute aspiration à un véritable développement, à un véritable décollage économique. Donc, la première priorité de l'Afrique, c'est de faire la guerre à cette occupation, de nous libérer et enfin de lancer... Justement, vous parlez d'une priorité. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que 60 ans après, ce que d'aucuns fait appeler pseudo-indépendance, vous le dites. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que l'Afrique tardait-elle à décoller? Rien ne coince. Quand une indépendance est pseudo, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance. Donc on ne peut pas remplir les tâches d'une vraie indépendance. On n'attend pas d'une pseudo-indépendance qu'elle confère les capacités à remplir les tâches d'une vraie indépendance. C'est une vraie indépendance qui permet de se développer. C'est une vraie indépendance qui permet de décoller. Et on peut l'arracher. On se rend compte on se bat pour arracher. Pseudo. On se bat pour arracher. Jusqu'à quand, non, dans l'histoire, on ne raisonne pas comme ça. Dans l'histoire, on ne raisonne pas comme ça. Il y a des luttes qui durent 1000 ans. Des luttes qui durent 2000 ans. Sur le plan historique, c'est rien. Est-ce qu'en même temps, on ne peut pas se fixer les objectifs? Oui, bien sûr, mais attends. Un timing également. Les objectifs sont là. Si vous prenez, si on prend par exemple la référence de la révolution haïtienne, par exemple, haïtienne. Je laisse de côté tous les combats qui ont été menés par les esclaves, d'autres qui ont fait le marronnage et qui ont créé des cités d'esclaves libres. Donc qui ont démontré, n'est-ce pas, leur vivacité historique. Depuis ce moment-là, depuis des millénaires, l'Afrique n'a jamais cessé de se battre. Il faut faire extrêmement attention. L'historiographie officielle, coloniale, fait croire, présente une Afrique couchée à terre, vaurienne, digne d'être esclavagisée. Mais la vérité historique présente plutôt la résistance. Une résistance qui ne s'est jamais interrompue. Glorieuse. Cette résistance qui a permis la fin de l'esclavage direct. On donne des faits. Qui a permis la fin de la colonisation directe. Qui a permis qu'on ait ces pseudo-indépendances que quand même obligé le colon à partir chez lui. On est peut-être là directement. Pour démontrer que ces conquêtes ne sont pas vaines, il faut vous poser la question, pourquoi le colon veut revenir? Il veut revenir parce que le temps permettait à nos pseudo-États d'amorcer une dynamique pour devenir de vrais États. Et quand le colon a vu qu'au niveau mondial, les changements géopolitiques pouvaient accélérer cela, il a décidé de recoloniser. Donc il faut faire des débats sérieux. Nous argumentons ce que nous disons. Donc, l'Afrique se bat. Et l'un des plus grands miracles, si on peut appeler ça comme ça, de l'histoire universelle de ces 2000 dernières années, c'est la résistance africaine. Face à l'anéantissement, à la disparition programmée, l'Afrique a survécu, mais écoutez très bien, je donne des faits. Aujourd'hui, elle est l'avenir démographique du monde. Elle est l'avenir économique du monde. Elle est l'avenir culturel du monde. Elle est l'avenir géopolitique du monde. Grâce à la résistance. Donc, écoutez, si on veut mesurer la vie à travers les agrégats occidentaux, produit intérieur brut, taux d'accès à certains biens de modernité, espérance de vie, ok, oui, il y a des raisons de pleurer. Maintenant, quand vous regardez ailleurs, les pays occidentaux avec tout ça, sont-ils des modèles? Ne sont pas en train de mourir devant vous? Ce sont des pays sans âme. Des pays extrêmement misérables et malheureux sur des tonnes de richesses, entre guillemets, artificielles. Des pays où sévissent la drogue. La drogue est une maladie générale. Des pays où sévissent
le mal-vivre, l'obésité, où les gens sont obligés de se réfugier dans des paradis artificiels, où les gens se suicident en masse, des pays où il n'y a plus d'avenir pour l'homme parce que maintenant, on veut le robotiser, on veut le transformer en autre chose. Qui peut envier ça? Mais il y a même plus grave. Il y a une dégénérescence culturelle et civilisationnelle qui se traduit par l'adoption des contre-valeurs qu'on érige en valeur. Les LGBTQ machin, toutes ces bêtises-là, n'est-ce pas? La fabrication d'un homme en laboratoire, alors qu'il y a plein de possibilités de faire l'homme normalement, mais des millions d'hommes et de femmes, des milliards d'hommes et de femmes sont décrétés inutiles. Vous l'avez qu'à lire les textes de M. Attali, pour ne pas citer d'autres, Attali, qui dit qu'à partir de 60 ans, vous ne servez plus à rien. Il le dit, mais pourtant lui vient d'avoir 60 ans, il continue à dire que lui c'est quelque chose. Mais il n'est pas le seul. Il exprime une pensée politique, une pensée géopolitique qui domine l'Europe, qu'on appelle le mondialisme, qui désormais estime que des milliards d'hommes sur la Terre sont inutiles. Il faut les remplacer par un homme augmenté, par un homme transhumanisé. Vous voyez? Donc, quand on fait à cette échelle-là, on voit que le sous-développement occidental est un non-développement. D'accord. Attendez, est une faillite. Et du coup, le sous-développement devient une chance. Si on sait interpréter l'histoire, et là, on parle de l'Afrique. Ça devient une chance. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes l'avenir de l'humanité à tout point de vue. À tout point de vue. Alors, puisqu'on parle de la libération de l'Afrique, on parle de son développement, on parle de son essor. Il me souvient que dans l'une de vos sorties médiatiques, vous indiquiez, président Badakani, que le problème de l'Afrique n'est pas la tenance au sommet des États. Comment est-ce que vous le démontrez? L'histoire, l'Afrique a connu sa gloire sous la royauté. L'Égypte antique, tous ces grands empires qui ont fait la fierté de l'humanité. L'Afrique a inventé les sciences, a inventé la philosophie, a inventé l'architecture, a inventé les techniques, a inventé la mathématique, a inventé l'esthétique, a inventé la culture sous la royauté. Elle a dominé le monde, elle a éduqué le monde entier sous la royauté. Et depuis qu'elle a perdu ce système politique, regardez ce qui se passe. Ça veut dire que les systèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas nos systèmes. Ce sont des systèmes esclavagistes, ce sont des systèmes coloniaux, ce sont des systèmes néocoloniaux. Ça veut dire quoi? Imposés par nos ennemis, imposés par ceux qui nient notre humanité, puisqu'ils nous déportent dans leurs plantations. Après, ils nous colonisent, ils confisquent nos matières premières pour aller faire fonctionner leur industrie et ils procèdent par des massacres pour s'imposer. Après, ils néocolonialisent, c'est-à-dire qu'ils se retirent directement, mais ils imposent, après avoir massacré les patriotes, des accords de coopération qui sont en fait des accords de continuité coloniale. D'un coup, ça c'est la France. Et d'un autre côté, au niveau international, ils imposent l'iniquité des termes de l'échange. Et c'est important de le dire. Quand vous voyez la puissance que confère à un pays comme la Russie, les matières premières, vous voyez très bien comment est-ce qu'on nous a volé. C'est un crime qui a été fait aux Africains en confisquant leurs matières premières. Donc, comment voulez-vous que des systèmes politiques qui sont des superstructures, qui proviennent des modalités de destruction du continent soient valables et fonctionnent pour nous, M. Mouto? Mais c'est ça la démocratie. C'est ça toutes ces variantes, ces variantes qu'on appelle gouvernance, des bêtises comme ça. Il y a la bonne gouvernance dans une plantation d'esclaves. Il y a la bonne gouvernance dans une colonie. On parle de quoi? Mais c'est pour se moquer des gens. Et ceux qui parlent de bonne gouvernance, sont-ils bien gouvernés? L'Amérique s'est bien gouvernée avec 30 000 billions de dettes. 30 000 billions. C'est un État failli aujourd'hui, qui ne résiste que part. Parce que le dollar est jusqu'à présent la monnaie de référence internationale. C'est en train de finir. Et par la capacité à organiser des guerres partout, n'est-ce pas, pour ne pas répondre à ses actes. L'Europe aujourd'hui est en faillite. L'Europe est en faillite. Un pays comme la France est en faillite. Le représentant régional du FMI en Europe, il y a quelques mois, avait déclaré que si la France n'était pas une puissance, on l'aurait soumis au traitement qu'on l'a soumis à la Grèce. Un représentant régional du FMI en Europe, qui l'a dit. Ces pays ont des endettements qui sont 100%, 150%, 160% supérieurs à leur produit intérieur brut. Ils ne sont soumis à aucun ajustement, mon cher Moto. Mais quand c'est l'Afrique,
Il suffit qu'on soit, on n'est même pas à 70% du produit intérieur brut, souvent on n'est même pas à 50%, on nous impose des programmes d'ajustement structurel. Malgré ça, nous survivons. Donc, nous ne pouvons pas emprunter des superstructures politiques, des valeurs politiques qui sont le produit, qui sont générés, qui sont la génération des systèmes de mort, des systèmes qui ont programmé notre anéantissement, des systèmes qui nient notre humanité. Ça ne peut pas fonctionner. Vous comprenez? Ça, c'est la contradiction politique de l'Afrique. Il faut inventer un système politique qui correspond aujourd'hui à nos défis. Nous militons, écoutez-moi bien là-dessus, je précise ma pensée, hein, parce qu'elle est souvent dénaturée et je comprends pourquoi. Quand les gens ne sont pas à la hauteur de discuter, ils font des coups bas par derrière. Ils vous attribuent des pensées qui ne sont pas les vôtres. Qu'on le comprenne bien. Nous sommes pour des démocraties d'émancipation, des démocraties de la libération. Vous comprenez? Une telle perspective ne fait pas de l'alternance une fin. Ça veut dire quoi? Si un dirigeant a un projet sérieux pour le pays, il donne des résultats. L'alternance sert à quoi? L'alternance doit correspondre avec nos défis géopolitiques. Si l'alternance est manipulée par l'extérieur, comme c'est le cas dans tous les pays africains, vous appelez ça alternance? On appelle ça alternance? Monsieur Mouto, si les alternances sont le produit des dynamiques politiques endogènes, maîtrisées par la population, je suis le premier à demander l'alternance. Mais tant que les alternances sont manipulées par l'étranger, regardez le Mali. Il y a plus démocratique aujourd'hui en Afrique que le Mali. On parlera d'ailleurs tout à l'heure du Mali. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que il n'y a pas d'alternance en Afrique. Si on appelle ça alternance, ça fait rire. Il y a une rotation des bandits en col blanc à la tête des États qui vendent le pays à ceux qui les ont mis là, à travers des faux systèmes soi-disant démocratiques, les faux systèmes électoraux. C'est cela qu'il s'agit. Prenez tous les pays où il y a eu alternance en Afrique. Vous voulez qu'on les cite? Prenez, vous allez voir. Regardez l'Égypte. Ça s'est terminé comment? Retour en arrière. Violent. Violent. Vous prenez la Côte d'Ivoire. Prenez la Centrafrique. Prenez le Mali. Prenez le Sénégal. Prenez le Bénin. Prenez tous ces pays. Regardez le Burkina Faso. Prenez ces pays où on a vanté l'alternance démocratique, entre guillemets, où on a vanté le changement à la tête de l'État. Ça fait pleurer. C'est une honte. Quel est le pas que ces pays ont franchi? Quel progrès y a-t-il eu là-bas, même en politique, hein? Écoutez, Macky Sall vient de dire quoi actuellement? Macky Sall vient à la fin de son deuxième mandat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la limitation des mandats est une mauvaise chose pour l'Afrique. Il le dit. Après avoir vanté la limitation des mandats hier, aujourd'hui, il dit que c'est une mauvaise chose parce que ça empêche le développement de l'Afrique. Et il démontre en disant que les décaissements, les systèmes de décaissement au niveau international prennent souvent 5 ans. Donc au bout d'un mandat, vous n'avez rien fait. Vous avez des projets, mais pour décaisser, on traîne. Il demande qu'on adapte les systèmes de décaissement. C'est un des arguments. Vous voyez comment un ancien partisan de l'alimentation des mandats, à la fin de ses 2 mandats, et à l'épreuve du pouvoir, est obligé de confesser l'impasse dans laquelle nous conduit le système d'alternance. Mouto, ceux qui veulent l'alternance sont des petits bourgeois et des petits calculateurs dont la bataille est simplement de s'asseoir à la place de l'autre et enrichir ses clans. Parachever une carrière par le sommet de l'État. Chercher le pouvoir pour le pouvoir, parce que pour la plupart, vous le savez, ils sont tous dans des loges ésotériques, ils sont dans des sociétés secrètes où on magnifie, où on cultive le pouvoir pour le pouvoir, où on cultive les ambitions démesurées, pourvu qu'on soit au service du système international qui est en train de détruire le monde. Donc, qu'on se comprenne bien. La démocratie, mais ce n'est pas possible. Mais c'est quoi? Vous croyez comment peut-on démocratiser un pays simplement par sa superstructure politique, mais en fermant les yeux sur l'iniquité de l'infrastructure? Ça veut dire quoi? L'économie. C'est-à-dire que, à quoi ça sert l'alternance dans un pays qui n'a aucun contrôle sur son économie, où vos forces productives sont bloquées, où l'alternance n'est pas en mesure de développer le pays et de changer réellement les conditions de vie des gens, où l'alternance permet aux mêmes classes dominantes de se partager le pouvoir et de continuer à s'enrichir, devenir de plus en plus riches. Prenez Macky Sall. Il était déjà très riche quand il est au pouvoir. Maintenant, il est devenu extrêmement riche. Extrêmement riche. C'est ça quoi, c'est l'alternance. Mais ce n'est pas un système politique, ça. Ce n'est pas ça la démocratie. Regardez les pays que nous prenons pour référence. Ils allient démocratie entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas de démocratie.
Mais ils allient les démocraties formelles avec de la puissance économique. Les deux marchent ensemble, M. Mouto. Les deux marchent ensemble. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On veut la démocratie, on dit que non. La démocratie va amener la puissance économique. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Ça n'a amené la puissance économique nulle part dans les pays où il y a eu alternance. Ce que nous proposons, c'est d'adapter nos systèmes politiques, de récupérer le patrimoine historique, c'est-à-dire que le système politique africain, notre philosophie de la politique, il faut l'adapter au temps d'aujourd'hui. Au temps d'aujourd'hui. Donc, concilier le temps long. Parce que l'Afrique a besoin du temps long pour sortir, n'est-ce pas, des griffes de ce carcan géopolitique qu'il a mis là où il est. On a besoin du temps long, on a besoin d'une perspective sûre. Bon, maintenant, il faut concilier ça avec les exigences, entre guillemets, je le dis, d'une modernité qui demande quand même du mouvement, qui demande que les dirigeants rendent compte de ce qu'ils font. On appelle ça la redevabilité, qui demande à ce que, que les droits des gens soient respectés, que le caractère pluriel de nos sociétés soit respecté. On est comme les sociétés qui croisent la modernité et les héritages traditionnels. Ces héritages traditionnels ont généré des structures de pouvoir, des institutions qui sont pour la plupart multimillénaires. Il faut savoir respecter ça, il faut savoir intégrer leurs droits, il faut savoir, intégrer ça dans un jeu politique qui va articuler le pluralisme social et même sociétal, et la nécessité, n'est-ce pas, d'une stabilité politique qui est indispensable, n'est-ce pas, à lancer des programmes de remontée économique qui sont nécessaires pour nos pays. D'accord. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Mais ce bricolage honteux qu'on voit là, ça n'a pas de sens. Et au NMP, nous avons mené une réflexion profonde et sur la question, nous avons des solutions concrètes et claires. D'accord. Alors, vous dites également que le problème à résoudre est plutôt celui de la décolonisation du continent. Oui. Alors, comment est-ce que l'Afrique se prend-elle? Le panafricanisme. Et ça donne des résultats que personne ne peut contester aujourd'hui. Le panafricanisme. Est-ce qu'à ce niveau, donc, on peut prendre le Mali comme un modèle? Bien sûr, c'est une référence. Et nous avons tout intérêt à ce que le Mali réussisse. Voilà un pays qui était hier sous la démocratie, avec 80% de son territoire occupé par des terroristes. Je répète, voilà un pays qui était sous la démocratie, où on lisait, où on faisait la fanfaronnade de soi-disant démocratique, parrainé par l'Occident, qui donnait les points, que toi, aujourd'hui, toi, tu as 10, demain, tu as 12, toi, tu as 13, bon, toi, tu as régressé, on te donne 7. 80% de territoire sur occupation. Et bien, arrivé au pouvoir, des militaires portés par un mouvement populaire, c'est pas, et arrivé au pouvoir, une France patriotique de l'armée, qui en très peu de temps est en train de récupérer le territoire, est en train d'amorcer le recevoir économique du pays, puisqu'à l'heure actuelle, les gens ne le savent pas, les institutions internationales, qui pour nous ne sont pas une référence, disent que le Mali aujourd'hui est l'un des pays les plus attractifs de l'Afrique. Vous savez ça? C'est-à-dire que le Mali est dirigé par des militaires. Hein. Aujourd'hui, leur gestion de l'État est reconnue au niveau des soi-disant institutions internationales comme étant une gestion qui maîtrise très bien la dépense publique, contrairement à la gabégie des démocrates élus par le suffrage universel cosmique, n'est-ce pas, terrestre et céleste. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont la Banque mondiale et le FMI qui le disent. Concernant ce qu'ils appellent eux-mêmes junte militaire. Et qu'il y a des perspectives extraordinaires en termes d'investissement pour le Mali. Je répète, la Banque mondiale et le FMI ne sont pas mes références, en passant. Donc, vous voyez très bien comment il y a une dynamique populaire extraordinaire, un engouement du peuple malien jamais vu auparavant pour reprendre la main son destin. Mon cher Mouto, la condition de progrès dans un pays, la condition de développement, ce n'est pas le savoir-faire des experts. C'est important, mais ce n'est pas ça. C'est le moral du peuple. C'est la mentalité du peuple. Alors aujourd'hui au Mali s'est opérée une révolution mentale pas possible. Pas possible. Vous avez vu quand la CEDEAO, une organisation criminelle, a mis le pays sous sanction financière, économique et administrative. Les Maliens sont sortis par millions pour dire que nous allons mourir avec ces dirigeants. Nous les soutenons. Ils ont accepté d'endurer les sacrifices. Quand un pays réussit une telle jonction entre les dirigeants
et le peuple, c'est de décollage assuré. Comme vous allez voir, si cette trajectoire n'est pas interrompue et ne sera pas interrompue, le Mali va être un des pays africains les plus développés dans les années qui viennent. Je vous le dis. On peut comprendre la volonté des panafricanistes à voir l'Afrique sortir du bourbier ou alors des abysses dans lesquels elle se trouve aujourd'hui. Mais comment imaginer donc un décollage d'Afrique si on a une Union africaine qui ne s'impose pas? Ce n'est pas une organisation panafricaniste. Donc ne nous demandez pas de faire ce travail. C'est une organisation panafricaine qui est une agence de l'étranger de l'Union européenne. Mais l'Union africaine a aussi pour mission d'unir les pays. Non, afin que ceux-ci... Non, il n'y a pas de l'Union africaine. Oui. Ce n'est pas une organisation panafricaniste, je suis en train de vous dire non. De nom. Les salaires de l'Union africaine sont payés. Quelle valeur accordée à l'Union africaine? Rien. Elle n'a aucune valeur. Les panafricanistes savent... Elles sont en train de dire que l'Union africaine doit être remplacée par le panafricanisme. Bien sûr. Le moment venu, on va changer ça. Ça nous sert à quoi? Elle n'est même pas en mesure de protéger ces pays africains. Elle n'est même pas en mesure de prendre un communiqué pour dénoncer la loi que les Américains viennent de prendre. Elle n'est même pas en mesure de défendre le continent contre une pandémie. Elle nous sert à quoi? Et que tu le fous maintenant des organisations sous-régionales, la CEMAC, par exemple. Pareil. Toutes ces organisations sous-régionales sont d'inspiration coloniale. Même la CEMAC sont d'inspiration coloniale. Les efforts sont faits pour transformer certaines, mais elles sont à la base d'inspiration coloniale. À quoi sert une organisation sous-régionale dans des espaces sous-coloniaux? Donc, du coup, l'Afrique est prise en sandwich? Non, elle est prise en sandwich au niveau institutionnel, mais ça bouge beaucoup. Regardez, je vous donne, prenons un exemple qui est extraordinaire. À la faveur de la crise ukrainienne, il s'est passé un truc qu'on veut minorer. Mais c'est ça qui a poussé les Américains à sortir cette loi. Donc ça a eu un retentissement géopolitique terrible. Le vote des Africains à l'ONU, jamais vu. Ça faisait très longtemps que les pays africains n'ont pas osé franchir le pas. Aujourd'hui, ils ont franchi le pas. Pour la majorité, niet à l'Occident, on ne s'aligne pas. Ça a rendu furieux les États-Unis, ça a rendu furieux l'Union européenne, où la Jupette qui opère comme président s'est permis de dire tout et n'importe quoi sur le continent. Vous voyez, ça bouge. Je donne un autre exemple. Le dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine convoqué à Malabo, qui a eu lieu à Malabo, il y avait un agenda français, franco-européen, visant à obtenir des résolutions de cette réunion extraordinaire, n'est-ce pas, en vue d'aller opérer aux Nations Unies contre le Mali et contre beaucoup de pays africains. Niet. Les présidents ont dit niet, il n'y a pas eu d'accord. Ils se sont attendus à faire une déclaration minimale, mais pas de résolution. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Attendez, je vous donne des faits qui montrent que ça bouge. Il faut aussi quand même d'avoir de volume. Mais je ne parle pas maintenant du peuple africain qui est uni à travers l'idéal panafricaniste. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est-à-dire que, et ça, c'est depuis des siècles, il n'y a pas eu ça. Et je vous dis que c'est ça la condition première du développement. C'est que les populations prennent conscience. Quand elles n'ont plus conscience, c'est fini. Parce que ce sont elles qui sont des actrices du développement. Ce sont elles. Ce ne sont pas les dirigeants qui développent un pays. Le dirigeant peut avoir une vision. Mais si ce peuple ne suit pas, il n'y a pas de développement. Alors justement, parlons justement de ces dirigeants. Tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas par l'alternance que l'Afrique va se développer. Mais ce que vous faites, c'est la promotion d'un mouvement panafricaniste. Alors, est-ce qu'il n'est donc pas temps d'avoir la tête de ces pays africains de panafricanistes? Oui, on travaille pour ça. Dans ce moment, l'alternance peut avoir sa place. L'alternance, justement, de l'État peut avoir sa place. Pas l'alternance téléguidée par l'Occident. C'est ça notre bataille, il faut bien comprendre. Je ne suis pas contre l'alternance pour l'alternance, non. Je ne suis même pas pour les longs mandats, c'est pas ça qu'il s'agit. Que ce soit l'alternance ou un mandat long, ce sont des moyens. La fin, c'est quoi? C'est la fin qui m'intéresse. Si vous me trouvez des systèmes d'alternance qui sont performants, sur le plan économique et social, j'adhère. Mais ce n'est pas possible dans les conditions actuelles de l'Afrique parce que la priorité, ce n'est pas l'alternance. La priorité, c'est s'organiser et développer des mécanismes pour briser les rênes de l'impérialisme d'abord. Et toute dynamique politique, que ce soit d'alternance ou de mandat long, ou de mandat long, doit avoir pour finalité cette espérance-là, cet horizon-là. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas pour les mandats longs comme finalité.
ni pour l'alternance. Non, pour moi, ce sont des moyens que doivent être au service des buts qui les dépassent eux-mêmes. Mais quand l'Occident fait de l'alternance en Afrique, une fois en soi. On amasse Adama Barrow, il remplace Yahya Jammeh. Et il arrive au pouvoir, au lieu de travailler, il regarde les petites copines de l'ancien président. Vous voyez les choses comme ça. Regardez, bon, je ne sais pas, ça dit que il y a tellement d'exemples que ça veut dire que je ne voudrais pas y insister. Vous voyez comment aujourd'hui le Ghana a alternance sur alternance, mais il aurait FMI. Hein. Vous voyez ça? Le Ghana, il aurait FMI. Donc, ce n'est pas une panacée. Il faut une réflexion politique de haut niveau. Et seul le panafricanisme est historiquement armé pour assumer une telle démarche qui va concilier la libération du continent et l'exigence démocratique. C'est ça le défi. D'accord. C'est ça le défi. On est en train de sortir progressivement de cette émission. On a encore moins de 10 minutes. Alors, Président Badakani, on parle ici du réveil de l'Afrique et vous indiquez d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a certains pays qui se démarquent déjà. On va donc faire cas. Le réveil est là. Oui, voilà. On va faire donc mention de ces quelques pays. Et en quelques minutes, je vous permettrai de faire des commentaires. On commence par exemple par la RCA, dont certains ont vite fait de dire aujourd'hui que c'était un modèle à suivre. On a vu donc son obstination à mettre sur pied une deuxième monnaie qui doit circuler sur le plan national aux côtés du franc CFA. Ça s'appelle désormais le Sango Coin. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce coup de force du président Archange Touadéra? Ben, c'est du génie simplement, c'est du génie. Je ne suis pas un partisan de la monnaie du Bitcoin. Parce que sur le plan individuel, il y a beaucoup de spéculation. Et puis tous les jours, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous allez au Kenya, des millions de gens perdent leur épargne. Il y a des anarques qui sont montés de gauche à droite. Comprenez? Mais quand les États s'engagent, à garantir, n'est-ce pas, à garantir la monnaie, pardon, cette monnaie numérique, parlons comme ça, c'est intéressant. Et il faut situer l'avènement du Sango Point dans le contexte centrafricain. C'est un contexte comment? C'est un contexte où ce pays a été détruit complètement par la France, qui en a fait sa propriété privée. Guerre sur guerre, et assis sur une montagne de richesses. La réalité, c'est la misère des populations, qui tous sont en exil, misérants, alors que le pays est immensément riche. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir dans des conditions extraordinaires. Il a commencé malgré l'embargo de l'ONU, criminel, parce qu'en Centrafrique, c'est du crime que l'ONU fait en Centrafrique. Il a réussi à diversifier les partenariats militaires qui lui ont permis de reprendre pratiquement aujourd'hui 90% du territoire, de remettre sur l'autorité de l'État dans des régions qui avaient oublié l'État pendant des décennies, cher ami. Et à la faveur de cela, il s'est trouvé sur son chemin de la France, comme d'habitude, pour saboter son travail, par les blocages à certains guichets internationaux et le chantage à l'ONU qui aujourd'hui maintient l'embargo sur les armes pendant que les rebelles s'arment dans des marchés informels au Soudan et ailleurs. Et depuis qu'il se bat pour financer ses projets, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a imaginé une voie de contournement. C'est ça le Sango Point, qui permet de lever des fonds avec des États partenaires, avec des investisseurs sérieux, dont les investissements sont traçables, maîtrisés, dans des schémas à long terme et à moyen terme bien maîtrisés. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il faut encourager ça. Touadéra est un modèle. Est-ce que c'est là où... Il était un modèle. Il était un modèle de un volontarisme extraordinaire, parti de rien, dans les conditions les plus extraordinaires, on voit le chemin parcouru. Alors, c'est là qu'il était un modèle. Prenant le cas justement de la RCA, est-ce que cela augure des lendemains meilleurs pour l'Afrique, du moins s'agissant de l'autonomie monétaire? Bien sûr, vous savez, quand il lance le projet, la BEAC est sortie de second, vous rappelez, de second. Aujourd'hui, quel est le résultat? Notamment la COBAC. Que ce soit la COBAC ou la BEAC, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? La tension est tombée. Ils disent eux-mêmes vont explorer, étudier cette question de Bitcoin pour l'intégrer dans la panoplie désormais de la Banque centrale de l'Afrique centrale. Vous voyez comment ça bouge. Ça bouge.
On amène une institution financière importante, capitale de la sous-région, qui avait des vieilles habitudes coloniales. Ça fait longtemps qu'elle était dans le franc CFA. C'est vrai qu'on n'a pas reconduit les accords en Afrique centrale grâce au Cameroun, il faut le dire. Cameroun, le président Biya que les gens insultent, il n'a pas reconduit les accords, alors qu'ailleurs, M. Ouattara est partout, a reconduit, et c'est dans l'impasse aujourd'hui. Vous voyez que on amène une institution capitale comme la BEAC à revoir ses habitudes, à s'adapter et à avoir plus d'agilité, à avoir plus de souplesse pour aborder les défis monétaires, n'est-ce pas, de la sous-région. Grâce à qui? À l'action du président Touadéra, qui, je vous le rappelle, ne peut pas faire un travail sans l'accord de ses pairs. Alors, on sort donc par le Mali, sans une nationalité fraîche. Toutes les sanctions économiques et financières qui pesaient sur ce pays ont donc été annulées par la CEDEAO. On va rappeler que le 21, je crois, le 61e sommet, je crois que c'était ça, ou 21e, voilà, je peux me tromper. Alors, c'est tenu récemment et toutes ces sanctions ont été annulées. Alors, est-ce que c'est le schéma ou la conclusion que vous avez prévu? Le Mali a vaincu les sanctions depuis. La CEDEAO s'est détruite. C'est une organisation discréditée, dirigée par des dirigeants qui font honte à la fonction présidentielle, qui ne sont pas dignes d'être appelés des présidents, qui sont des valets et des sous-valets, qui ont sanctionné illégalement le Mali en violant grossièrement les textes de la CEDEAO. Il n'y a aucun article dans le texte de la CEDEAO et dans les protocoles additifs qui autorisent de telles sanctions. C'est démontré, on l'a démontré. Donc, ils ont obéi aux ordres de M. Macron. Donc, ils croyaient asphyxier le Mali. Le Mali a tenu fort. C'est ça le génie. Le génie. Et pour le panafricanisme, c'est extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire. Vous savez, le Mali, c'est-à-dire que ça va être l'élément déclencheur de l'accélération panafricaniste du continent. Parce que le but était d'asphyxier le Mali. Les pressions sont venues de partout. La Banque mondiale, le FMI, la France, l'Union européenne, sous vos yeux. Les Maliens ont tenu bon. Et les sanctions ont permis de convertir. Ça a permis une gigantesque conversion de mentalité économique des Maliens qui va accélérer le progrès de ce pays dans les années qui viennent. Je vous le dis. Parce que les Maliens ont pris conscience. Ils ont pris la responsabilité et ils ont diversifié davantage les partenariats, même au niveau sous-régional, avec la Mauritanie, avec l'Algérie, dans certaines mesures, avec la Tunisie, au niveau africain, panafricanisme, au niveau africain, qui font qu'aujourd'hui, ce pays est armé pour faire un grand bond. Alors, les gesticulations de la CEDEAO qui n'avaient pas le choix, parce que les sanctions se retournaient aussi contre les pays qui ont sanctionné, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays ressentaient, n'est-ce pas, cette sanction-là. Elle n'avait pas le choix. Elle a été vaincue par la résistance malienne. Mais elle avait fait une publicité pour dire que non, ils ne veulent pas que l'autorité de la transition se présente à l'élection présidentielle. Ça encore, ça fait rire. Ils n'ont aucun moyen pour empêcher ça, puisqu'il y a une commission constitutionnelle qui est mise en place, qui à la fin du mois va donner son rapport. L'exposition prévoit que les militaires qui veulent challenger politiquement démissionnent 4 mois avant, n'est-ce pas, avant les élections. Ouais, même à ce niveau, le Mali a anticipé. C'est un pays qui anticipe, qui sait où il va. Donc, pour nous, panafricanistes, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, vous étiez en train de poser la question. Oui, les panafricanistes vont arriver au pouvoir. Les dirigeants maliens se revendiquent panafricanistes ouvertement. Ouvertement, ils ne cachent pas. Ils ne sont pas les seuls. Nous connaissons les dirigeants africains qui ont porté ce mouvement, qui ont soutenu ce mouvement panafricaniste en silence. D'autres l'ont fait ouvertement. Je pense au président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Je pense au président Paul Biya du Cameroun, qui n'a jamais inquiété les panafricanistes, qui a accepté que son pays supporte la pression géopolitique mondiale parce qu'il accueille sur son sol les médias panafricanistes. Vous voyez que c'est un hasard que le Cameroun soit le seul pays où émergent les chaînes panafricanistes? Quand même, ce n'est pas un hasard. Si le président Biya n'en voulait pas, il faut être honnête, il aurait engagé les moyens de pression pour éteindre ce mouvement. Le dire, c'est être pro-biaïste, c'est dire simplement la vérité. C'est de cela qu'il s'agit. Un mouvement qui a aidé énormément beaucoup de pays africains, qui a changé la géopolitique mondiale. Ça, c'est à l'honneur du Cameroun et de son peuple. En tout cas, moi, tant que j'aurai la force de le faire, je serai reconnaissant à ce niveau. Vous savez pourquoi, M. Mouto?
Parce que la politique, c'est aussi un magistère de la vérité. La politique, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas les coups bas. Ce n'est pas le cynisme. Ce n'est pas la méchanceté. La politique, de manière fondamentale, c'est un rapport à la vérité. Et la vérité, c'est que le Cameroun est la base du mouvement panafricaniste. Tout part d'ici. Ce pays supporte ce mouvement depuis 10 ans, plus de 10 ans. Parce que le président du Cameroun n'a jamais entrepris la moindre démarche, malgré les pressions étrangères, dont moi, Badakani, je suis témoin, n'a jamais cédé pour réprimer ce mouvement-là. Alors qu'ailleurs, il est réprimé. Ailleurs, il est réprimé, M. Moto. Donc, il faut quand même qu'on soit honnête. Donc, l'avenir s'annonce bien pour le mouvement panafricaniste. Les panafricanistes prendront le pouvoir dans beaucoup de pays africains. C'est la logique historique. Ils prendront le pouvoir parce qu'ils sont les seuls capables de porter les enjeux du continent à travers une démarche politique et géopolitique historique, qui a des siècles d'expérience, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est l'aspiration la mieux partagée sur le continent. Simplement, nous allons tirer les leçons du passé. Des échecs, des tentatives qu'il y a eu par le passé, nous allons tirer les leçons. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'Union africaine n'est pas une organisation panafricaniste. L'organisation panafricaniste est à inventer. Soit on transforme l'Union africaine et elle redevient un vrai mouvement panafricaniste, soit on va en créer un véritable mouvement panafricaniste à l'échelle du continent. D'accord. Je ne saurais terminer cette émission, Président Badakani, sans toutefois questionner votre jardin secret. Que fait le Président Badakani à ses heures perdues? J'écoute beaucoup de musique, j'aime beaucoup la musique. La musique est peut-être ma deuxième femme. Ma deuxième femme. Je lis beaucoup, je travaille beaucoup, je lis beaucoup. J'ai beaucoup d'engagements que j'assume. Donc je travaille beaucoup, je fais beaucoup de travaux parce que, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de responsabilités que je gère. J'écoute beaucoup la musique et puis je fais du sport. Et le cas dit également de vous que vous êtes un excellent danseur. Oui, quand je veux danser. Oui, je danse bien. Il ne faut pas le nier. Si on le dit, ce n'est pas ce que l'on dit, m'ont vu danser. J'aime danser. Quand j'ai l'occasion, j'aime danser. J'aime la musique, donc j'aime danser. Ça va de pair. Quelle est votre musique préférée? Oh, le Makossa. Les anciens Makossa. On a un patrimoine extraordinaire qu'on ne sait même pas. Y a-t-il une musique particulière, un Makossa particulier qui vous a marqué? J'aime les musiques de Toto Guillaume. Si je le salue, c'est un ami à moi d'ailleurs. Toto Guillaume. Y a-t-il une de ces chansons qui vous parle encore en ce moment? Françoise. Que vous pouvez mimer? Même en quelques secondes. Dieu nota qui c'est un nomba. Françoise yo. La Polande nanawa. Dieu jangi nomba. Je ne sais pas d'où là, donc j'essaie un peu de chanter. Il a comme ça beaucoup de répertoire. Il a Makossa digital que j'aime beaucoup. Il a un patrimoine extraordinaire en matière de musique. Alors, c'est quoi le plat préféré de... Il a des slows extraordinaires. C'est un excellent chanteur. Attendez, il y a Dinabel que j'aime beaucoup aussi, dans les slows. J'aime beaucoup. Il y a Walotine que j'aime beaucoup. Vous voyez, ils sont nombreux. Il y a des anciens qui ont Monibil, qui ont marqué l'histoire. Les Jojo. Bref, je suis l'ancien, je suis classique, dans les classiques du Makossa. Vous aimez l'ancienne génération? Oui, bon, j'aime aussi la musique. Et c'est quoi le plat préféré de Badakani? Le riz, avec le ndolé. J'aime beaucoup le riz avec le ndolé, le couscous maïs, avec le djama-djama. Les légumes, comme vous connaissez, le djama-djama. Donc j'aime beaucoup le ndolé avec du riz. J'aime le couscous avec le djama-djama. Biolé, les femmes comprennent ça. Biolé, j'adore ça. Vous avez rappelé que vous êtes marié et père d'enfants. Oui, je profite de l'occasion pour dire merci à mon épouse pour tout ce qu'elle fait pour moi. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire. Président Badakani, nous vous disons merci. Vous continuez votre combat en tant que, non pas seulement homme politique, mais également un panafricaniste engagé. Bien des choses à vous pour la suite. Bien des choses à for you. À toi-même. Merci. Excellent journaliste que je connais, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années et l'histoire a voulu qu'on se retrouve à For You.
Et j'ai beaucoup apprécié l'émission de ce soir. Merci, n'est-ce pas, d'avoir répondu à cette invitation, président Mbandakani. J'avoue que ce n'était pas facile au regard, n'est-ce pas, de vos multiples responsabilités. On va dire merci également à Jules Marius Kandoum qui a assuré la réalisation de cette émission. On pense aussi au chef plateau Yannickson. Mesdames, Messieurs, restez nos fidèles. On va vous rappeler que notre invité aujourd'hui avait pour nom Mbandakani, président du nouveau mouvement populaire et panafricaniste engagé. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Nos programmes se poursuivent sur Foyer TV. Bien le bonsoir.